90% en vrai, je pense, des recruteurs actuels n'ont jamais eu de formation. J'ai plutôt tendance à imaginer un manager qui dit du coup recruteur, t'en es où sur mon recrutement ? Bien sûr. Plutôt que coucou Tam, en fait j'ai mis à jour mon ATS, tu peux voir toutes mes notes dans Recruity évidemment. Pour moi, c'est le recrutement, c'est l'affaire de tous. Et du coup, tu dois avoir une véritable culture du recrutement, c'est-à-dire tout le monde doit recruter et faut recruter tout le temps. Tu l'as un tout petit peu évoqué juste avant, mais c'est aussi ça, c'est parler le même langage, lui montrer à ce manager que ça a un impact aussi business, un recrutement. Si tu ne mesures pas, tu peux pas améliorer. Enfin, c'est aussi simple que ça. Le recrutement est une science, quoi. Ah Le oui, recrutement c'est est clair. un vrai métier C'est clair. et c'est quelque chose qu'on peut envisager comme C'est une science qui n'est pas exacte, parcours de mais c'est carrière. quand même une science. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Élise Moron, cofondatrice de Blendy, mais c'est pas tout. Elle est aussi co-auteure du livre Permis de recruter qu'elle a écrit avec Léo Bernard. Ce livre regorge des meilleurs conseils pour aider chacun à devenir sa meilleure version de recruteur. Un incontournable pour quiconque s'intéresse au recrutement. Mais dans cet épisode, on va pas forcément s'attarder sur les coulisses de la création de ce livre, mais plutôt sur quelque chose que Élise partage souvent en formation ou sur les réseaux sociaux, le recruteur ne recrute pas. Vous avez bien entendu. On va donc parler hiring manager, formation, posture et le tout, comme d'habitude, sans tabou. Bonne écoute. Bienvenue Élise, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Merci de me recevoir, Paul. De bon matin. Ouais. Je suis pas forcément du matin, mais je me suis fait violence pour toi. Ça. Ah, c'est gentil. Élise, je te propose qu'on commence par un petit rituel qui va nous mettre directement en jambes. Vas-y. On commence toujours par un CV en moins d'1 minute que je chronomètre. Oula. Si t'es prête à relever le défi, je lance le chrono, ok ? Ok. En moins d'une minute ? Ouais, quand tu veux. Tu me fais un top départ, 3, 2, 1 ? 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Élise Moron, 1m80 au garrot, capillairement intelligente parce que blonde. Avocate de formation, ça fait 8 ans que je chasse du mouton à 5 pattes au petit-déj, au déjeuner et au dîner. J'ai fait donc de la chasse C-level, donc de hauts dirigeants, principalement pour des startups, des scale-up, des PME, des grands groupes, etc. Et puis, ça fait 2 ans et demi que j'ai créé Blendy avec Léo Bernard. Et Blendy, c'est quoi ? C'est on forme à la fois les recruteurs et aussi les managers à toutes les nouvelles techniques et les techniques, entre guillemets, les plus éprouvées et les plus efficientes au recrutement pour surperformer au quotidien. Et donc, ces techniques sont empruntées au sales, au marketing, au growth hacking, à la psychologie, à la data, à plein de choses qui permet aujourd'hui d'être efficient et puis tout simplement de réussir ses recrutements. Trop bien, 50 secondes. Bim ! Allez. T'es parfaitement dans les temps. T'as accéléré sur la fin pour être, Ouais, carrément. pour être très bien. Trop cool. Déjà, j'ai une première Dis-moi. question, un peu une petite blague, mais c'est co-auteur, co-autrice ou autrice tout court ? Tu dis un peu sur les réseaux que t'as écrit le livre toute seule. Tu peux dire écrivaine, comme ça je me sens comme Agatha Christie. Je sais pas, tu peux dire juste que j'ai coécrit le bouquin avec Léo. Ok, donc vous l'avez quand même co-écrit. Alors, j'ai fait 90% du truc. Lui, il a juste fait la préface. Non, je plaisante. Non. On s'est répartis à 50-50. D'ailleurs, les chapitres, si vous voulez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et chacun a son ton particulier. On s'est répartis les chapitres, donc si vous voulez deviner qui a écrit quoi, let's go. Trop bien. Et ça vient d'où cette idée d'écrire ce livre ? C'est vraiment issu de ce que vous avez éprouvé lors de vos formations que vous faites chez Blendy ou... Alors oui et non, en gros, quand on s'est connus avec Léo, on a toujours eu envie, je pense dès le premier café qu'on a pris ensemble, on s'est dit, ce serait quoi ton rêve le plus fou ? Ce serait quoi le truc que tu aurais vraiment envie de faire si on se projette à 4-5 ans ? Et tous les deux, on a eu la même réponse, écrire un livre. Okay. Et donc, dès le début, on savait pas quand en termes de timing, mais on savait qu'on avait envie de le faire. Et puis, il s'est passé 2 ans où on s'est fait rouler dessus par le business, nos clients, etc. Et en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait que Léo était à la sortie du bouquin de Nina Ramen. Et l'éditrice, parce que le bouquin a été sorti chez Erol, ouais. Et l'éditrice était présente et il l'a rencontrée. Et il lui a dit, écoute, nous, avec Élise, on a ce projet-là, on sait pas quand en termes de timing, etc. Mais par contre, on connaît absolument rien au monde de l'édition. Du coup, est-ce que tu aurais 10 minutes à nous accorder pour nous expliquer juste entre la genèse de l'idée jusqu'à la publication et la distribution d'un livre un peu partout en France, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les étapes clés, etc. Ok, trop bien. Et c'est comme ça qu'on a fait. Ouais, On l'a closé.
On a déjà parlé de Blendy dans ce podcast. Notamment, j'ai Oui. reçu Malika Hashmaoui qui m'avait dit que c'était un des. Enfin, ouais, c'était ce qui lui avait fait réaliser qu'elle avait discriminé aussi parfois dans son recrutement, qu'elle devait avoir un recrutement plus objectif, etc. C'est l'objectif aussi de Blendy et du livre, de former les recruteurs, parce qu'il y a un déficit initial de formation Il au y a un recrutement, quoi. énorme déficit. Moi, j'ai commencé la chasse de tête avec une tape dans le dos et vas-y, cherche-moi un DAF. Mm. Ok, super, je fais comment? Bah, tu vas sur LinkedIn. Ok, et je fais comment? Ouais. Je réitère ma question. Donc en fait, 90% en vrai, je pense, des recruteurs actuels n'ont jamais eu de formation. Mm. Moi, j'adorais être jeune recruteuse en ce moment parce que tu as pléthore d'informations sur LinkedIn, tu as pléthore de formations, donc informations et formations aujourd'hui qui sont disponibles. Mais à l'époque, alors je suis pas non plus si vieille que ça, mais à l'époque quand même, genre je te parle d'une période 2017-2020, bah, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc il y a plein de gens qui ont commencé le recrutement comme ça avec une tape dans le dos et ils y allaient un peu au talent et donc ils se sont plantés régulièrement et en fait tu apprends de tes erreurs. Alors c'est sympa mais sauf que du coup ça prend du temps. D'où l'intérêt de très rapidement faire de la curation de contenu et sortir en fait si tu trouves pas tes réponses en France tu vas chercher dans les autres pays, dans les autres cultures et en fait tu dis ah tiens ça c'est intéressant. Eux ils sont un peu plus avancés que nous sur ces sujets de talent acquisition genre au UK US et c'est comme ça que moi j'ai fait toute ma curation de contenu et que j'ai challengé entre guillemets le statu quo de mes connaissances qui était à zéro parce que venant d'un background juridique j'avais 8 ans de droit dans les pattes je connaissais absolument rien à la chasse de tête et j'ai fait ce que tout le monde fait hein, quand t'essayes d'être bon élève tu fais du shadowing donc d'entretien avec quelqu'un t'essayes de voir ce qu'il fait et moi j'ai découvert que c'était 3615 raconte-moi ta life c'est à dire qu'on avait une photographie micro entre guillemets du CV à un instant T mais il y avait aucune question qui était corrélée à des compétences qui étaient requises pour faire le job. Donc c'est pas prédictif de performance en soi. Donc c'est ça qui m'a gêné. Alors pourquoi? Pour répondre à des questions. Donc effectivement gros déficit de formation. Moi quand j'ai fait toute cette curation de contenu, moi je suis pas dogmatique. En gros la théorie pour la théorie ça me saoule. Donc je me suis dit je prends la théorie, je l'applique sur mes chasses de tête, sur mes missions, je vois si ça fonctionne ou pas. J'éprouve par la pratique. Et en ayant éprouvé par la pratique, bah, j'ai approuvé certaines des techniques parce que ça m'a fait permettre de closer 2 fois plus vite, de devenir la top closeuse de mon cab. Et je me dis, bon, bah, il y a des résultats, le ROI, il est là. Du coup, bah, j'ai envie d'évangéliser ce que j'ai identifié comme étant les bonnes pratiques et qui a été éprouvé par la pratique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à mon compte à la fois en chasse de tête et puis je faisais des workshops pour des startups, notamment JSmack, etc., des cabinets de recrutement, GetPro, etc., où justement bah, je leur donnais un petit peu ces tips et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Léo et lui avait la même vision et la même volonté d'évangéliser ces pratiques-là. Ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est vraiment rencontrés, il y a des gens qui nous disent « Comment vous êtes rencontrés ?» Bah, LinkedIn. Il a lu un de mes articles, j'ai lu une de ses newsletters et on s'est envoyé un message en disant bah, tiens, j'ai l'impression qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision, la même envie sur les pratiques, etc. Et go, on va faire ça, quoi. Trop bien. Aujourd'hui, on se dit sur cet épisode que le recruteur ne recrute pas. Si déjà le recruteur a un déficit de formation et que c'est pas lui qui recrute, il faut aussi se dire qu'il faut former toute la chaîne de valeur et potentiellement du coup les hiring managers ou recruteurs, enfin les managers recruteurs, quoi. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de dire le recruteur ne recrute pas. C'est un peu un comble, entre guillemets. Après, c'est le recruteur aide énormément au recrutement. Mais effectivement, c'est pas lui qui prend la décision finale. En fait, effectivement, il y a un déficit de formation chez les recruteurs et il y a quasiment 0 formation chez les managers. Donc déjà, on part super mal alors qu'on sait que recruter, c'est quand même un levier stratégique. Avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, c'est ce qui fait que ta boîte, elle va décoller ou elle va couler. Mais c'est aussi simple que ça. Quand tu écoutes les mecs de la Silicon Valley, etc., ils te disent, les CEO, aujourd'hui, 50% de mon temps, c'est recruter. Parce que j'ai compris, je me suis planté nombreuses, ça a failli me coûter ma boîte, etc. Il y a des histoires de Steve Jobs qui a donné des directions commerciales à des mauvaises personnes. C'était à 2 doigts de péricliter. Donc effectivement, c'est super important. Je parle trop parfois et puis du coup je sais plus où j'en suis. Ta question c'était il faut aussi former, former toute la chaîne de valeur et les managers. C'est exactement ça, tu formes toute la chaîne de valeur, donc c'est du début jusqu'à la fin étant la décision prise par les managers. Et en fait il faut former toutes les parties prenantes. Partie prenante, ça veut dire le RH, le recruteur, le manager et pourquoi pas le dirigeant aussi. Pour moi c'est le recrutement, c'est l'affaire de tous et du coup tu dois avoir une véritable culture du recrutement, c'est-à-dire tout le monde doit recruter. Et faut recruter tout le temps.
Pas que quand tu as un poste qui est ouvert ou en mode pompier, action-réaction, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de partir, etc. Il faut avoir cette culture de recruter tout le temps pour pouvoir faire du nurturing aussi de talent, même des gens qui ne sont pas encore candidats, mais que tu as envie d'approcher, etc. Et en gardant ce lien sur le long terme qui fait que tu deviendras leur top of mind le jour où ils sont dispo sur le marché. Du coup, si on se dit effectivement que le recruteur, c'est cette aide au manager qui, lui, doit faire une partie du recrutement, moi, j'ai quand même un peu cette vision. J'ai plutôt tendance à imaginer un manager qui dit du coup, recruteur, t'en es où sur mon recrutement? Bien sûr. Plutôt que coucou, Tam, en fait, j'ai mis à jour mon ATS, tu peux voir toutes mes notes dans Recruity, évidemment. On est d'accord. C'est plutôt ça la vision que j'ai aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, le recruteur est plutôt là pour. Alors, c'est une vision qui est une grande réalité pour beaucoup de sociétés, je te rassure. En gros, il faut avoir en tête que y a plusieurs typologies de managers. Et d'ailleurs, je pense que le premier taf du recruteur, c'est quand il arrive dans une boîte, c'est d'auditer les managers. Faire un audit vraiment de tous les managers pour, en fonction de toute une liste de questions, d'ailleurs, c'est à retrouver dans le livre, pour le coup, chapitre 3, sur le recruteur qui murmure à l'oreille des managers, sur vraiment comment tu peux faire une collaboration hyper efficace. Et avant de faire une collaboration efficace, faut savoir qui tu as en face de toi. Est-ce que c'est un manager qui est plutôt passif-agressif, qui est en mode non mais recruter c'est pas mon métier, et puis c'est pas mon délire, c'est ton job, donc fais ton job. Moi je suis là juste pour te dire tiens, j'ai besoin de faire la liste de courses entre guillemets. T'as des gens qui sont un peu plus leaders, qui vont être OK pour t'aider en disant OK, comment je peux t'aider, comment on peut collaborer au mieux. T'as des gens qui sont des managers champions. Alors eux, pour le coup, limite, ils sont complètement autonomes. Ils vont faire des actions justement de prise de parole sur les réseaux sociaux pour attirer, concourir à la marque employeur et l'attractivité en fait des candidats, qui vont faire des trucs de nurturing, etc. et qui vont te dire OK, comment on peut travailler ultra efficacement ensemble. Donc en fait déjà faire un audit entre guillemets pour savoir qui tu as en face de toi. C'est un peu cette vision. Il y a aussi une question typiquement de posture à trouver en tant que recruteur. Il y a parfois un peu un déficit de légitimité aussi, justement, quand on se dit j'ai pas plus de formation qu'un manager, vu que j'en ai pas eu, j'ai de l'expérience, mais il faut trouver cette bonne posture pour passer de cette vision qui est peut-être parfois un peu plus prestataire interne à vraiment conseil. En fait, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir du recruteur de à quel point, effectivement, le talent acquisition, c'est un vrai levier business et ultra stratégique. Et la deuxième chose, c'est que le recruteur, effectivement, il faut qu'il se forme. Alors, il se forme tout seul en lisant des bouquins ou il se forme en faisant des formations. Mais en tout cas, il faut qu'il se forme pour pouvoir ensuite évangéliser les bonnes pratiques auprès des autres managers. Donc oui, il y a un gros sujet de posture, non pas d'être en mode OK, je prends ta liste de courses et puis je suis un exécutant, mais justement, c'est moi qui vais initier le changement et d'ailleurs, c'est moi qui suis le sachant. Et donc moi, en tant que recruteur, je vais t'aider, manager, parce que c'est pas ton expertise, le recrutement. Je vais t'aider, te donner et t'outiller en fait avec les bonnes méthodos, les bonnes techniques, pour que in fine, on arrive à recruter efficacement, parce que mine de rien, ça coûte très cher en temps, en argent, en frustration, en surstaffing d'une équipe qui serait sous-staffée justement. Donc clairement, il faut le faire comprendre. Donc je pense qu'il y a à la fois une posture, une évangélisation à faire de ces bonnes pratiques. Et puis, trouver le bon verbatim aussi. C'est-à-dire, faut savoir être diplomate, entre guillemets, mais surtout utiliser les bons mots aussi. Parce qu'en fait, un manager, lui, il réagit en ROI, business, data. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si tu lui parles d'humain, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, le problème aussi avec le recrutement, c'est que tu as le cliché que, 1, tout le monde peut le faire, et que 2, il n'y a pas de science derrière, c'est pas un vrai métier. Donc, le but du recruteur, c'est de légitimer, justement, son métier, notamment aussi par la data, et par, regarde, toutes les actions que j'ai mises en place, regarde le ROI, voilà vers quoi il faut tendre. Ouais, il y a cette logique de parler le même langage. Moi, j'avais une question un petit peu qui est... On s'en est parlé un peu en préparant l'épisode, mais tu as parfois des managers qui vont dire mais en fait, Élise, j'ai pas le temps, moi. Je suis manager, je sais pas, commercial, par exemple. J'ai pas le temps de mettre mes notes dans mon ATS ou ce genre de truc. Qu'est-ce que tu leur réponds Alors, moi, à l'époque, je leur répondais tu te rappelles de l'adage pas de bras, pas de chocolat. Et pas de brief, pas de recrutement.
C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est-à-dire, je vais pas donner mon énergie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour aller chercher quelqu'un qui, au final, ne va pas coller, entre guillemets, tout simplement parce que j'ai un brief qui est partiel, qui est tronqué. Donc non, c'est ultra important, c'est sine qua non. Si on veut lancer une mission, c'est à minima 45 minutes, on s'assoit et on discute et je te pose 46 questions. Alors moi, j'ai un brief qui est hyper détaillé, mais bon, c'est depuis que j'ai commencé, entre guillemets, je l'ai vachement amélioré au fur et à mesure de ces 8 années, et aujourd'hui effectivement j'ai un brief qui fait 46 questions, mais alors pour le coup, je rassure les auditeurs, t'es pas obligé de dire allez ok on fait les 46 questions ensemble, tu peux aussi dire si toi ton canal de communication manager c'est plus le côté asynchrone, c'est ok, enfin je veux dire on se fait une page Notion partagée, tu remplis quand t'as du temps, mais en revanche à telle date, cette deadline là, si j'ai pas toutes les infos, je lance pas la chasse. Et de toute façon, j'ai d'autres managers pour qui je peux bosser. Donc voilà, à partir du moment, c'est ça les règles en fait. Ouais, si on veut sûr. collaborer efficacement, il y a des milestones et pour le coup, on est obligé de les respecter. Sinon, en fait, ce qui va se passer, et c'est là où il faut être didactique, un peu comme avec un enfant, hein, en disant, imaginons, j'ai un brief qui est tronqué. Je vais travailler, donc je vais sourcer pendant une semaine des gens. Je vais contacter des gens. Je vais les avoir en pour et qualif. Je vais les avoir en entretien. Je vais te faire un dossier. Je vais te faire une shortlist. Je vais te les envoyer. Donc là, il va se passer 3 semaines, 1 mois, potentiellement. Et tu vas me dire, ah mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il fallait qu'ils soient bilinguellement, il fallait qu'ils connaissent le DAR, marché, etc. Il fallait ceci, il fallait cela. Et en fait, du coup, on s'est pris 1 mois, entre guillemets, dans la tronche. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a la frustration vis-à-vis des candidats qui étaient dans le process, qui se sont, tu vois, ascenseurs émotionnels. Et du coup, gros impact négatif sur la marque employeur. Ouais. Et du coup, l'attractivité, parce que les gens vont en parler en mode ah ouais, d'accord, en plus, ils ont recruté un poste sur lequel ils n'avaient pas du tout en tête exactement ce qu'ils voulaient. Ouais, bien sûr. C'est horrible en termes d'impact. Tu l'as un tout petit peu évoqué juste avant, mais c'est aussi ça, c'est parler le même langage, lui montrer à ce manager que ça a un impact aussi business, un recrutement, que potentiellement aussi, je reprends un exemple d'un manager, une manager commerciale ou un manager marketing. Il y a cette logique dans leur métier de réfléchir à des KPI. Ouais. C'est la même chose aussi dans le recrutement. Typiquement, dire, ok, voilà, à telle étape du funnel, si on reprend les termes marketing, il y a tel taux un de drop. conversion. Exactement. Voilà, exactement. Moi, c'est toujours ce que je dis, les data is the new chic en recrutement. Si tu ne mesures pas, tu peux pas améliorer. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, première étape, déjà, tu prends ton funnel de recrutement comme en marketing, exactement pareil, et tu regardes tous tes taux de conversion. Et si tu vois qu'il y a un gros drop à un moment donné, hop, tu vas aller regarder. Alors, ce qui est encore mieux, c'est d'envoyer un NPS à tous les candidats pour recueillir à chaque étape, effectivement, le NPS pour voir si, justement, il y a aussi une baisse à la fois du NPS et à la fois du taux de conversion, et ensuite aller choper les verbatims des candidats pour dire ah bah ouais mais lui je sais pas, ce manager il est arrivé 20 minutes en retard, il m'a fait redérouler mon parcours, je l'avais déjà fait avec la RH, ceci cela, et du coup tu arrives vers le manager avec quelque chose de très concret. C'est pas genre un ressenti genre écoute je pense que tu fais mal ton entretien pour telle et telle raison, enfin faut pas le dire comme ça, moi j'aurais jamais pu être en interne, j'ai pas de pincette. Mais en gros tu vas le voir en disant bah écoute voilà, aujourd'hui, notre compte de conversion, c'est ça. Là, il y a un énorme drop à ton étape. Je suis allé choper le NPS, je suis allé choper le verbatim. Voilà ce qui se passe. Comment on peut faire pour remonter les taux ? Et en fait, si tu parles KPI, data, business, pour le coup, et tu donnes une visibilité aussi sur l'impact business, parce qu'en disant, si on ne recrute pas dans les temps, toi, ton équipe, elle est sous-staffée en ce moment, ça veut dire que tu as des gens qui sont en surchauffe. Potentiellement, tu as un risque de churn sur ton équipe. Et en même temps, derrière, tu peux pas délivrer tes clients. Et du coup, tes clients vont avoir potentiellement un taux de satisfaction qui va dropper. Donc, en fait, tu peux perdre vraiment du business, en fait, à pas recruter dans les temps. D'où l'importance, tu vois, de faire cette logique, cette pédagogie, en fait, tout simplement, vis-à-vis des managers. Qui l'ont pas forcément en tête, je pense. Ils ont pas le lien direct recrutement-business, alors qu'il l'est, hein. Et une fois que tu as réussi à responsabiliser un management dans un process de recrutement, comment tu t'assures que c'est une dynamique qui s'installe sur le long terme et qu'à terme, voilà, il y a vraiment cette implication de l'hiring manager dans tout un process, dans tous les process de recrutement? Plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est de faire des rituels. C'est un truc tout con, hein, mais dès le début, en fait, dès l'étape du brief, pour moi, le brief, c'est à la fois, tu recueilles le besoin, tu le challenges. Déjà, tu challenges l'existence même du besoin. Parce que parfois, en fait, tu n'as pas besoin de recruter à l'externe. Tu peux avoir des gens en interne qui font du upskilling, du reskilling ou du cross-skilling.
2, tu challenges le besoin en tant que tel. Mais 3, ensuite, tu viens établir les différentes étapes de nurturing, qui est responsable de quoi, etc. Et ensuite, tu te mets d'accord avec lui en mode, ok, ce qu'on va faire, c'est que pour que notre collaboration, elle se passe bien, et on va faire des points d'étape. Et donc, dans les points d'étape, par exemple, j'ai besoin que, à minima, tu me donnes 10 minutes de ton temps par semaine pour que je te dise où est-ce que j'en suis et que je te fasse remonter des feedbacks. Deuxième chose, c'est à partir du moment où tu as fini un entretien, tu te cales dans ton agenda, là, tout de suite, 5 minutes pour m'envoyer soit un texto, soit m'appeler, soit me faire un mail sur comment ça s'est passé l'entretien et me faire le feedback constructif, parce que je t'aurais envoyé ton kit manager avec les questions à poser, etc. Donc tu sauras exactement pourquoi, potentiellement, tu vas pas le prendre vis-à-vis de compétences qui sont requises et pas juste parce que je l'ai pas senti. Quoi. Ouais. Ou le mettre dans son outil Ou le mettre dans son outil d'ATS, exactement. Avec cette logique, effectivement, que je pense que c'est ce qui fait aussi que on est capable de faire des feedbacks cohérents à un candidat, que ce soit positif ou négatif. Il faut qu'on ait ses notes et potentiellement des notes à chaud aussi. C'est important. Exactement. Et puis, un autre truc pour faire en sorte que ça continue, entre guillemets, dans le temps, c'est aussi le fait de dire, je vais organiser, en tant que TAM, justement, je vais organiser des lunch and learn, je vais organiser des mini-conférences, des mini-formations thématiques. Tous les mois, tu vois, une fois par mois, tu as un lunch and learn sur... je sais pas, le nurturing de candidats. T'as une mini-conférence d'1 heure, justement, pareil, à un séminaire sur l'expérience candidat. Tiens, on va faire un workshop ou un sourcing challenge où on va impliquer aussi, tu vois, les managers, parce que les managers, ils ont un réseau de dingue sur LinkedIn. Ouais. Vu que c'est leur métier, leur réseau, il est ultra qualifié. Donc toi, en tant que recruteur, c'est ultra précieux, tu vois, c'est un trésor. Bien sûr, ouais. Donc c'est pas mal de les impliquer sous forme de gamification, entre guillemets, de certains événements, justement, comme ça. Bien sûr, ouais. Je vois. Et du coup, aussi ce genre d'initiative va jouer sur la perception, la posture du coup du recruteur ou du TAM dans son entreprise. C'est dans le bouquin de Catherine Collier qui s'appelle Robot Proof Recruiter. Elle commence par cette phrase qui dit en gros que les recruteurs sont les gens les plus importants dans l'entreprise, mais seulement s'ils sont capables non pas de mettre en place de s'adapter au changement, mais d'initier le changement. Okay. Et c'est là où je pense qu'il faut que les recruteurs changent de posture, mais aussi soient proactifs, tu vois, c'est-à-dire c'est bien d'avoir les idées, mais il faut aussi passer à l'action. Ok, je vois. C'est marrant parce qu'on a aussi cette vision, on en a déjà parlé aussi un peu avec Malika dans le podcast, mais cette vision du recrutement qui est un peu le parent pauvre des RH ou la porte d'entrée pour devenir RH généraliste. Commence par le recrutement et après tu pourras faire des RH. Comment on fait pour changer ça un petit peu ? Par de l'évangélisation, par des prises de parole, en écrivant des bouquins. Le but, c'est effectivement, moi je rêve que des gens, tu vois, qui soient post-bac se disent moi je veux devenir chasseur de tête. Moi, en vrai, j'ai jamais eu en tête que ça existait déjà. Moi, j'avais le choix entre devenir médecin, avocat ou ingénieur. Super. Donc, aujourd'hui, effectivement, tu as le recruteur qui est le parent pauvre des RH et le RH est le parent pauvre du business. Donc, on est mal parti. Donc, pour le coup, il faut casser ça par la posture, par l'évangélisation, par le fait de stratégiser d'une certaine manière le recrutement et de venir justement avec des arguments ROI, business, data, etc. pour justement se rendre légitime et crédible. Et le fait que moi je déteste effectivement entendre que t'es recruteur donc demain t'as envie de devenir DRH. Mais jamais de la vie, je veux pas devenir DRH. Moi jamais j'aurais envie de devenir DRH parce que effectivement tu tapes aussi l'admin, la GEPP, enfin tous les sujets on va dire sociaux aussi d'une entreprise. Alors c'est top d'être DRH, mais moi c'est pas mon kiff. Moi ce que j'aime sur le recrutement, c'est que c'est le carrefour de plein, mais vraiment t'es un peu un couteau suisse, c'est le carrefour de plein de métiers. Faut que tu aies des compétences en sales, faut que tu aies des compétences en marketing, faut que tu aies des compétences un peu en product, tu sais, UX, UI, mine de rien, c'est super important à avoir en tête quand tu rédiges des annonces ou quand tu fais un site carrière. Ultra important. Faut que tu aies des compétences en neuromarketing, faut que tu aies des compétences en growth hacking, faut que tu aies des compétences un peu en SEO aussi, d'une certaine manière, pour faire référencer aussi tes annonces, faire de la programmatique, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est génial. Je trouve que recruteur, c'est un des plus beaux métiers du monde, mais parce que, je suis un peu biaisée, mais parce que justement, tu touches à tous les métiers.
Et donc, du coup, justement, après recruteur, tu peux devenir sales, tu peux devenir marketeur, tu peux faire plein d'autres choses. Mais DRH, c'est pas du tout, entre guillemets, la next step d'un recruteur. Moi, je suis pour d'ailleurs que la next step d'un recruteur, c'est de devenir Head of Talent Acquisition et ensuite d'être au COMEX. Et c'est ce qui se passe dans certaines boîtes américaines. Hein. Il y a vraiment des Head of Talent Acquisition qui sont au COMEX. Ouais. Parce que pour moi, c'est deux choses séparées. Le DRH qui gère les people et vraiment le recrutement comme levier business. Et c'est, petit instant teaser, c'est des choses dont on a déjà parlé aussi dans le podcast, des épisodes qui vont sortir, notamment avec Nicolas Galita, qui porte aussi vachement ce message de... Attends, pardon, tu interviews Nicolas Galita? Ok, je me casse. Je suis bloqué. Non, je sais pas. Mais qui On porte aussi t'aime, un peu le même message de... Ok, tu vois, on se disait un peu, c'était lors du festival RH, on se disait... Ah bah oui, je me rappelle, j'étais là. Le recrutement n'est pas RH, mais surtout, lui, il redisait le recrutement, en fait, plus que n'est pas RH ou autre, on s'en fiche, c'est le recrutement est une science, quoi. Le recrutement est un vrai métier, et c'est quelque chose qu'on peut envisager comme c'est une science qui n'est pas exacte, mais c'est quand même une science. Et effectivement, ça peut pas être au doigt mouillé, ça peut pas être... parce que tu l'entends beaucoup, hein, les managers qui disent t'es gentil, déjà c'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, moi ça fait 15 ans que je recrute, etc. Avec ce petit ton paternaliste qu'on adore, de mansplainer. Et mais c'est pas parce que t'as l'expérience en fait que t'as la compétence. Ouais, ça fait 15 ans que tu recrutes, mais peut-être que ça fait 15 ans que tu recrutes mal. Et en fait, la grosse problématique en recrutement, c'est qu'on n'est jamais vraiment confronté à nos erreurs de recrutement. On est confronté uniquement aux gens qu'on a recrutés et finalement, ça n'a pas été. Et en fait, ils sont partis. Ouais. Sauf qu'on n'est jamais confronté aux gens qu'on aurait dû recruter et qu'on n'a pas recruté. Bien sûr, tout simplement parce qu'on était en prise avec nos billets et puis on voulait faire du clonage, entre guillemets, de l'entreprise pour bien faire rentrer les gens dans des cases, etc. Ouais, il y a ça aussi, parfois, tu te rends pas compte en fait que tu as... Non, que non parce que tu es entouré de gens que tu as recrutés. Jean-Marc à la cafette, regarde, je le croise tous les jours, c'est moi qui l'ai recruté, donc ça veut dire que je recrute bien. En fait, peut-être qu'il sous-performe par rapport à un candidat que tu as eu dans ton process et que tu aurais dû recruter, qui lui t'aurait amené d'autres deals, d'autres opportunités, etc. En fait, c'est dingue à quel point recruter les bonnes personnes peuvent aussi, sur certains niveaux, notamment C-level, ça a un impact de dingue sur la suite de la société. Toi, tu as une partie de ton job qui est de former du coup ces recruteurs. Est-ce que tu constates un déficit de formation? On en a parlé un peu au début, mais est-ce qu'il y a un frein à se former dans le recrutement? Est-ce que c'est plus difficile d'obtenir des budgets quand on est dans les fonctions recrutement, RH, etc.? Oui, force est de constater que la majeure partie des gens qui nous contactent, c'est j'ai envie qu'on se forme, mais j'ai pas de budget. Ouais. Ou souvent c'est son budget perso, quoi. Alors que dans d'autres équipes, entre guillemets, on va avoir un budget formation. Tu sais pourquoi? Je pense que, après ça c'est mon analyse, mais déjà le recrutement étant mal considéré encore aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Je veux pas être pessimiste. C'est en train de changer et puis on va tout faire avec aussi Léo, avec nos prises de parole, avec le livre, avec plein de choses pour concourir à ce changement. Mais c'est encore identifié comme un centre de coût et pas comme un investissement qui va permettre un énorme retour. Ouais. Et en fait, c'est la définition même du ROI, hein, c'est retour sur investissement. Donc, il faut d'abord que tu investisses avant d'avoir un retour. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore un centre de coût. Donc, si en plus, il faut former les gens qui sont un centre de coût, c'est un coût du coup, entre guillemets. Bref, ça fait Inception. Mais... mais je pense que il y a un vrai sujet sur tu vois, on a formé des gens je vais pas les citer, mais d'une jolie scale-up qui nous disait la DRH a été dégoûtée parce qu'elle dit j'ai tant de budget, sauf que donc elle avait 18 000 euros de budget, elle me dit il y a plus de 15 000 euros qui sont pour les sales et le marketing et nous il nous reste peanut. Ouais. Ça vient et elle me dit, et j'ai les boules parce que du coup, je ne peux faire former que ma recruteuse. Moi, j'aurais aimé me former avec vous aussi, mais ce sera pour l'année prochaine. Okay, ouais. Et du coup, ça génère vraiment une frustration quand même. Et est-ce que tu as un peu des conseils pour que ça, ce soit des choses qui puissent évoluer aussi, qu'on puisse arriver à montrer encore une fois l'importance c'est là où je trouve que c'est compliqué parce que les DRH n'ont pas forcément... quand ils ont fait leurs études de master RH, etc., il faut le savoir, le recrutement, c'est peanut dans le parcours. Bien sûr. Léo a fait le CIFOP, je crois, sur 120 heures, il n'y avait que 5 heures dédiées au recrutement. C'est vraiment rien, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est des gens, les DRH, qui ne sont pas forcément biberonnés à toutes ces nouvelles techniques, etc. Et puis, même à cette pensée très business du métier de recrutement. Et donc, du coup, ils savent
pas forcément adopter les bons verbatim pour se faire entendre au COMEX, pour dire à quel point c'est ultra stratégique d'investir là-dedans. Et en fait, je pense que ça passe aussi par la posture des DRH, sauf que pour ça, il faut qu'ils se forment sur les sujets de recrutement aussi. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Petite dernière question avant la cooptation, juste pour les recruteurs qui du coup n'ont pas la chance d'avoir une formation. Oui. Est-ce que tu as 3 livres ou des ressources que tu peux leur partager pour absolument progresser? Instant promo. Exactement, c'est écrit là, instant promo. Ah ouais, génial. Écoute, c'est parfait. Écoute, il se trouve qu'il paraît qu'il y a une bible du recrutement qui vient de sortir, qui a été écrite par 2 brillants auteurs qui ont un gros défaut d'humilité. Donc oui, il y a notre livre qui s'appelle Permis de recruter, qui est disponible aux éditions Erol, et qui est disponible partout, à la Fnac, Amazon, dans toutes vos librairies préférées et indépendantes. Il faut soutenir les petits libraires indépendants, c'est important. On l'a écrit avec Léo et on a voulu qu'il soit ultra holistique. C'est-à-dire qu'ils viennent couvrir tous les sujets de A à Z du recrutement. Donc ça veut dire de l'attractivité entre guillemets candidat jusqu'à la séduction, comment on attire, comment on convainc, comment on onboard, comment on close, comment on évalue, comment on fidélise les candidats. Donc c'est hyper large et en plus c'est multidimensionnel. Donc tu as le livre papier, tu as plusieurs chapitres additionnels pour aller plus loin que tu scannes avec un QR code et tu as une extension qui arrive début 2025 pour cranter pour les gens qui veulent aller encore plus loin. Donc là c'est plus pour des recruteurs parce qu'à la base le bouquin, c'est à la fois pour des recruteurs, des RH, des dirigeants, des managers. Tout le monde, toute partie prenante qui recrute doit, entre guillemets, lire ce bouquin ou lire en tout cas toutes ces techniques-là pour justement avoir davantage d'efficience au quotidien sur le recrutement. Et puis en 2025, effectivement, c'est une extension qui s'appelle T-Shape Recruiter, où là, tu as plus de 100 pages. Là, c'est pour cranter sur les sujets un peu plus advanced de productivité, automatisation, growth hacking, neuromarketing, etc. Et donc ça, c'est notre bouquin. Donc effectivement, je vous le recommande. Parce qu'on a essayé aussi d'écrire le bouquin dont on aurait rêvé avoir. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un bouquin aussi pratico-pratique quand je me suis lancée, en fait. Parce que c'est bien, comme on l'a dit, la théorie, c'est sympa, mais c'est pas mal quand tu as des exemples hyper concrets, etc. Et dans ce bouquin, on a mis, par exemple, on a interviewé plus de 30 experts. En fait, à chaque chapitre, tu as aussi un retour d'expérience d'un expert qui dit moi j'ai testé ce truc-là, voilà ce que j'ai eu comme retour, voilà ce que j'aurais changé pour faire encore mieux. Et du coup, ça te rassure aussi sur le but, c'est de faire mieux, quoi. Donc ça, c'est Permis de recruter. Tu m'as dit 3. Un deuxième, c'était mon livre de chevet. C'est Robot Proof Recruteur de Katrina Collier, qui est, je trouve, à date, un des très, très, très bons livres de recrutement, mais il est en anglais, pour le coup. Et avec Léo, justement, on a regardé ce truc-là, on a dit, on veut faire mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit Permis de recruter, en français, du coup. Et un troisième, Talent Choose You, de... comment il s'appelle ? Je crois que c'est Tom Ellis, ou James Ellis. Talent Chooses You. La couverture est assez drôle, c'est un ananas violet. Je sais pas pourquoi le mec il s'est dit allez go, je vais faire un ananas violet. C'est 3 bouquins et c'est en anglais le dernier aussi, mais 3 je pense bouquins à avoir dans sa bibliothèque. Donc si on veut cranter sur tous les sujets. Ouais, heureusement que vous l'avez écrit du coup en français pour que et heureusement oui, parce que en fait moi toute ma curation de tout contenu, tous mes livres de référence, c'est des livres anglais. Parce que justement, en tout cas, ceux que j'aime beaucoup, c'est ceux qui sont justement pratico-pratiques aussi, avec des vrais retours d'expérience, etc. Trop bien. Merci beaucoup, Élise. On arrive au terme de l'épisode. Déjà ? Mais ouais, ça passe vite. J'ai une dernière question pour toi. J'aime bien faire un peu de cooptation pour trouver mes prochains invités. Qui tu pourrais Benoît Thieb, tu l'as Ouais, non, je l'ai pas encore reçu. Mais voilà. Avec plaisir. Head of Talent Acquisition France pour Ikea. Et ça peut être intéressant que tu l'interroges notamment sur les mobilités internes parce qu'ils sont vachement forts là-dessus et sur comment effectivement faire en sorte de staffer aussi en interne et pas toujours aller chercher à l'externe, et l'herbe n'est toujours pas plus verte ailleurs. Parfait, merci beaucoup Élise, je le contacte de ta part de suite. Avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup Paul.